Des hélicoptères de l'armée du Niger ont été déployés à la frontière avec le Mali. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, visite d'inspection de 24 heures hier du ministre d'État à la présence et du président. Autant pour moi, cela dit, le président de la République a procédé ce matin à Arlit, dans la région d'Agadez, au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Arlit-Assamaka, frontière algérienne. Les travaux seront exécutés en deux lots. Le coût des travaux du lot 1, distant de 125 km, s'élève à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Ils seront exécutés en 30 mois par le groupement d'entreprises nigéro-algériennes. Quant au second lot, d'une longueur de 100 km, sera financé par la Banque africaine de développement. Nous reviendrons également sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais, le président de la République a procédé ce matin dans la région d'Agadez au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Arlit-Assamaka, frontière algérienne. Une fois achevée, cette route permettra de développer les activités économiques de cette région, une région touristique qui unit le nord et le sud. Je vous invite d'ailleurs à la découverte de cette région dans ce commentaire signé Omar Hamba. La région d'Agadez est la plus vaste du pays, avec une superficie de 667 799 km², soit 52,7% du territoire national. Sa population est estimée à environ 600 000 habitants. La région est subdivisée en 6 départements: Aderbi Sanat, Arlit, Bilma, Iferouane, Ingal et Tirozérine. Sur le plan historique, Agadez fut le croisement des principales routes caravanières. Le sultanat d'Agadez a joué un très grand rôle dans la propagation de l'islam et la lutte contre la colonisation. Il a connu de célèbres figures comme Kaoussen et Tegama qui ont fortement marqué l'histoire du Niger. Sur le plan économique, Agadez fut un important carrefour d'échange entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. La région recèle des vastes gisements d'uranium. L'uranium, principal produit d'exportation, est extrait à Arlit et à Akokan. Avec le futur site Imouraren, le Niger sera le deuxième producteur d'uranium au monde. Sur le plan de la santé, Agadez dispose d'un important hôpital régional qui a été rénové et doté de matériaux médicaux modernes. Au point de vue éducation, la région est dotée d'importantes infrastructures, mais le taux de scolarisation reste encore faible à cause du nomadisme. Agadez a fourni de nombreux hauts cadres à l'administration. On peut citer Al-Fadji Abdourahmane, Abdoumalan Moussa, l'actuel Premier ministre et d'éminents hommes politiques tels Alele Al-Hajj Habibou, Akoli Dawel et Mohamed Anako, qui fut le président de la haute autorité à la consolidation de la paix. Sur le plan agricole, outre la pomme de terre, on y cultive du raisin, des oranges, des pamplemousses, des grenadines dans les oasis de Timia et même sur le mont Bagzam. Avec la mise en valeur de l'Iraser, peut constituer un grenier à céréales au Niger. Sur le plan culturel et religieux, Agadez a fait rayonner l'islam au Niger et dans la sous-région. Le cheikh Ousmane Danfodio a lui-même été enseigné par un érudit d'Agadez, Malam Jibril. Sur le plan de la culture traditionnelle, les Nzad de Adjo et les Tendé de Jamilata ont mis en transe plus d'un Nigérien ainsi que le Bianou, cette fête annuelle unique dans son genre. En matière de musique moderne, les Nigériens connaissent bien l'orchestre Assodé, les Gezban et la troupe Al-Bishir de Tchiro. Sur le plan touristique, Agadez compte de grands atouts. Le désert du Ténéré, le plus beau et le plus grand du monde. Le plateau du Djado avec ses falaises, Bilma et ses salines, Fachi et ses oasis, les dunes du Temet et du Ténéré. À cela s'ajoutent les gravures rupestres, les cimetières des dinosaures de Gadefawa et un artisanat authentique et varié. En perspective avec la route de l'uranium et bientôt la route transsaharienne Arlit-Tamarana-7, le projet Iraser, Agadez sera l'un des poumons économiques du Niger. Autre fait de l'actualité, le Premier ministre Brigitte Raffini a visité ce matin le nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Justice. C'est donc un bâtiment à 2 niveaux acquis sur fonds propres de l'État qui servira de local pour le dit ministère. Nous retrouvons Hima Seibou, Soumeli Dandi pour le compte-rendu. D'un coût global de 2,5 milliards de francs CFA, ce bâtiment acquis sur fonds propres de l'État sera désormais le nouveau local du ministère de la Justice, garde des Sceaux.
un bâtiment visité par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, accompagné pour la circonstance par plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions, du directeur de cabinet adjoint du président de la République. Au terme de cette visite, le Premier ministre chef du gouvernement s'est dit ravi de constater que le bâtiment abrite tous les services rattachés du dit ministère. Satisfait de l'acquisition de ces bâtiments, Mourou Amadou a réaffirmé l'engagement des plus hautes autorités du pays à doter l'administration des moyens conséquents afin de mener à bien les missions assignées. Cette visite du Premier ministre vient témoigner donc de l'engagement de son gouvernement et du président de la République à continuer à faire les efforts, comme le président s'y était engagé à l'occasion de l'ouverture des États généraux, à donner petit à petit l'ensemble des moyens qu'il faut à la justice nigérienne pour jouer pleinement son rôle. Le rôle de coordination du ministère était très difficile, l'ensemble des services étaient là pour régler un petit problème et vraiment je ne peux rentrer dans les détails, c'était très difficile. Donc je tiens particulièrement à remercier le président de la République pour cet effort important parce que c'est vrai, nous ne sommes pas le seul ministère qui est dans des conditions d'éparpillement, mais nous sommes convaincus que un des problèmes de l'administration nigérienne, c'est vraiment le problème de locaux, c'est le problème de ressources humaines, c'est les problèmes de moyens matériels. Et pour le ministère de la Justice, on peut dire que, en tout cas au niveau de l'administration centrale, ce problème est réglé. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est largement revenu sur l'incendie ayant ravagé le ministère de la Justice. Mourou Amadou ajoute que toutes les mesures seront prises pour éviter ce genre d'incidents. Comme tous les incendies de ce pays, ils sont dans les cabinets d'instruction. Nous n'avons pas trouvé les résultats. Et il y a deux thèses, je l'ai déjà dit, qui s'affrontent. Certains parlent d'un incendie accidentel. Nous continuons à croire que c'est assez facile. Comme les incendies des marchés, malheureusement, nous n'avons pas encore les résultats. Si d'aventure nous ne devons pas les trouver, on va classer ce dossier. Nous avons commandé une expertise qui avait dit avec des Français, qui avait pensé que c'est électrique, mais dans tous les cas, j'ai dit ce n'est pas le plus important. Cette question-là est définitivement close, mais elle le sera officiellement lorsque le juge d'instruction saisi par l'affaire va conclure à le boucler ou à ne pas le boucler. Tôt ou tard, il faut le boucler comme tous les dossiers dont les recherches deviennent infructueuses. Avec un rez-de-chaussée, un sous-sol et plus de 70 bureaux, ce bâtiment répondra à tous les critères d'un ministère digne de ce nom. Autre aspect de ce journal, le réseau parlementaire sur la prévention, la gestion des conflits et le désarmement nucléaire a initié ce matin à l'Assemblée nationale une journée d'échange et d'information sur cette thématique. Objectif, mieux outiller les élus nationaux sur les questions liées à la gestion des conflits et le désarmement nucléaire. Nous retrouvons Al-Mokhtar Kainé, son beau amour, pour le compte rendu. Renforcer les capacités des parlementaires et des autres participants sur la prévention et la gestion des conflits au Niger. Tel est l'objectif de cette journée d'échange et d'information organisée par le réseau parlementaire sur la prévention, la gestion des conflits et le désarmement nucléaire. Une rencontre à laquelle la haute autorité à la consolidation de la paix a été représenté par son secrétaire général. Ce réseau comprend 12 députés et est dirigé par un bureau composé de 5 membres. Il vise les objectifs suivants: identifier, élaborer et appliquer des processus de médiation en cas de conflit, développer les compétences de communication pour le règlement des conflits, gérer les émotions, les problèmes et les intérêts des différentes parties, amener les populations à comprendre les dangers des conflits, sensibiliser les responsables, les élus locaux, notamment les parlementaires, sur leur rôle dans la prévention des conflits. S'associer aux autres organisations qui œuvrent dans la gestion des conflits afin de déterminer des actions communes. Participer et contribuer à toute initiative dans le cadre du désarmement nucléaire. La tâche est immense quand on sait qu'il n'existe nulle part au monde de communauté sans conflit. Mais comme dit un adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar, en ouvrant les travaux de cette journée d'échange,
a fait un rappel des années 90 et 2000 où le Niger a connu les rébellions dans sa partie septentrionale, dont la résolution a été possible grâce aux multiples efforts de tous les acteurs accompagnés par la communauté internationale. Ces échanges permettront aux membres du réseau et aux autres participants d'être mieux informés et mieux sensibilisés sur la prévention et la gestion des conflits afin de mieux s'investir dans leur résolution et dans la consolidation de la paix retrouvée. Je vous le disais tantôt, le président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, qui, vous le savez, aura lieu à Dosso, a effectué une visite de 24 heures dans cette région. L'objectif est justement de faire l'état d'avancement des travaux. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Aoussiap Rahman et Senyaï. Cette visite régulière du ministre d'État à la présidence sur le site en construction de la fête du 18 décembre 2014 à Dosso témoigne de son attachement à suivre le cours de l'évolution normale des travaux du début à la réception des infrastructures. Des infrastructures de taille telles la cité du 18 décembre située à la sortie de Dosso où 100 000 logements sociaux sont en construction. Cité par laquelle le ministre d'État commence généralement ses visites. C'est ensuite autour des sites comme l'arène de lutte, le stade régional, les casernes militaires des camps Agali de la gendarmerie nationale, des sapeurs-pompiers, de la garde nationale, de la nouvelle direction de la police nationale, des différents CSI, de la station régionale ORTN de Dosso, de l'aérodrome, de recevoir la visite du ministre d'État. Des chantiers qui sont presque à terme à un mois du 18 décembre, malgré les énormes difficultés rencontrées auparavant. Dans le point de presse qu'il a animé devant la cité du 18 décembre presque achevée, le ministre d'État affirme que nous sommes désormais dans la dynamique de la fête du 18 décembre et félicite la population de Dosso, notamment les femmes pour leur mobilisation dans l'entretien des rues. Nous sommes désormais dans la dynamique même de l'organisation effective des festivités du 18 décembre. Donc on constate aujourd'hui une forte mobilisation et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est la propriété désormais de la ville de Dosso. J'ai vu tout à l'heure des femmes qui sont en train de balayer. On m'a expliqué que depuis quelques jours, du matin au soir, elles ont leur balai entre les mains. Et elles ramassent les ordures, elles vont les incinérer et elles les rééditent le lendemain. Et aujourd'hui, après avoir visité quelques axes donc, de la voirie de Dosso, nous avons remarqué que la ville commence à être propre, et véritablement propre. Et je vous assure que nous nous en réjouissons tous et nous félicitons tous les initiateurs de ce programme et tous les acteurs également de ce programme. Et je pense que avec l'aide de Dieu, les festivités vont se dérouler dans de bonnes conditions. Ce sont au total 53 chantiers qui sont en construction à Dosso dans le cadre de la fête du 18 décembre, des infrastructures des plus modernes de notre pays qui font la fierté des Dossolais. Le programme de la Renaissance du Niger a véritablement laissé son empreinte dans la cité légendaire des Jarmakoy. Restons toujours à Dosso où les autorités administratives de cette région ont lancé hier matin une vaste opération de salubrité. Cette campagne qui marque le début des activités du programme Dosso Soga vise à rendre la ville de Dosso propre, coquette et attrayante. Nous retrouvons Aoussiap Rahman Senyaï pour le compte-rendu. Impliquer toutes les couches sociales de Dosso et particulièrement la jeune féminine dans son ensemble dans les actions de salubrité et de sensibilisation au changement rapide de comportement, c'est le but essentiel de cette cérémonie de lancement officiel du début des activités de salubrité du programme Dosso Soga. Les autorités administratives de la région de Dosso et les agents de l'environnement ont participé à ce lancement dans l'enceinte de l'école normale Malibéro qui est composée à plus de 73% par des femmes. Comme pour les inciter à se mobiliser, à sensibiliser davantage les femmes au foyer, à s'investir davantage pour atteindre les objectifs du programme Dosso Soga. En prononçant un discours à cette occasion, le maire de la commune urbaine de Dosso a affirmé qu'avec le programme Dosso Soga, la ville de Dosso est une référence en matière de construction de nouvelles infrastructures
Et pour cela, il faut un mouvement d'ensemble de la population de Dosso pour préserver cet acquis. Cette opération va consister à un ensemble, à un mouvement d'ensemble de chacun de nous. De chacun de nous pour rendre notre ville une ville propre, une ville accueillante. Parce que c'est un défi. C'est un défi pour nous aujourd'hui de rendre la ville de Dosso une ville salubre. Et ce défi, je suis convaincu qu'on peut le relever. Il suffit d'un engagement de chacun de nous. Il suffit d'un petit changement de comportement, parce que la question est là, toute la question est là, que chacun de nous s'engage à améliorer l'environnement. La directrice régionale de l'environnement exhorte la population de Dosso à un comportement exemplaire et salue l'initiative des femmes de Dosso dans leur lutte contre l'environnement malsain. Il ne faut pas alors baisser les bras. Il faut plutôt dynamiser d'ardeur, de stratégie et de plan d'action pour la gestion de ces déchets. En attendant, il faut poursuivre leur évacuation. C'est la raison de notre convergence vers ce site. Mieux, donc pour concilier salubrité et lutte contre la pauvreté, cette opération est conçue sous forme d'activité génératrice de revenus. En prononçant l'allocution officielle du lancement de cette opération de salubrité, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur, a dit que des efforts sont consentis pour atteindre la collecte de 100 000 tonnes de déchets domestiques et de 200 tonnes de déchets plastiques par an. Pour la présente opération, il est prévu pour notre région la collecte, le ramassage et l'évacuation de 5 000 tonnes de déchets solides municipaux et de 200 tonnes de déchets plastiques. Opération Fortune qui contribuera à donner efficacement un nouveau visage aux villes de la région à travers la mise en œuvre de grands chantiers dont Dosso Soga. C'est pourquoi je vous demande de vous investir pleinement sur une réussite totale de cette action salvatrice afin d'assurer la pérennisation et la visibilité des multiples infrastructures réalisées dans le cadre du programme Dosso Soga. La fièvre de la salubrité a désormais envahi les femmes de Dosso qui, par souci de répondre au rendez-vous du 18 décembre et de Dosso Soga, travaillent sans relâche et donnent le meilleur d'elles-mêmes afin de relever le défi. La page politique de ce journal mise en place à Tabalak dans la région de Tawa du bureau de la sous-section MNSD Nassara de la commune rurale de Tabalak. C'est un bureau de 98 membres avec à sa tête le sieur Abdul Malik Ibrahim qui a été installé. Le point avec Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Cette cérémonie organisée par les militantes et militants du MNSD Nassara. À la tête de cette organisation, l'opérateur économique Abdul Malik. L'objectif visé à travers cette rencontre mise en place du bureau de la sous-section MNSD Nassara de la commune rurale de Tabalak dans le département d'Abalak, région de Tawa. Après les différentes interventions du comité d'organisation de cette cérémonie qui ont tour à tour prodigué des sages conseils aux participants, un bureau de 98 membres a été installé par consensus. À la tête de ce bureau de la sous-section de Tabalak, Abdul Malik Ibrahim, le président de ce nouveau bureau, a pris l'engagement de travailler pour soutenir Al-Bade Abouba et les actions du gouvernement de la 7e République. Al-Bade Abouba ciki a MNSD ta Nasara ta bangaren shi tare da mai kasa muka dai tare ake kenan mun gode muku zuwan ga da kun kai duk da kun bar ayyukan ku kun ka bar su saboda mu kun ka zo nan Allah ya muku albarka mun gode muku Allah ya mai da muku mai da ku Les membres de ce bureau ont formulé 3 motions lues par Fungoum Akili. Motion de remerciement. La conférence de la sous-section MNSD Nassara de Tabalak, tenue à Tabalak, c'est mercredi 19 novembre 2014, remercie tous les militants pour la grande mobilisation et Elhaji Malik Ibrahim, président de la sous-section,
pour les moyens mis en œuvre pour la bonne réussite de cette réunion. La conférence. Motion de soutien. La conférence de la sous-section MNSD Nassara de Tabalak, tenue à Tabalak, c'est mercredi 19 novembre 2014, apporte son soutien indéfectible à son Excellence le Badé Abouba, ministre d'État, secrétaire général du parti MNSD Nassara, président de la section de Tawa, et supporte sa candidature pour la présidence du bureau politique national du MNSD Nassara. La conférence. Motion spéciale. La conférence de la section MNSD Nassara de Tabalak, tenue à Tabalak ce mercredi 19 novembre 2014, apporte son soutien inconditionnel à son Excellence Laji Youssouf Mahamoudou, président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement dirigé par son Excellence Birji Rafini, Premier ministre. La conférence. Cette cérémonie de la mise en place du bureau de la sous-section MNSD Nassara de la commune rurale de Tabalak a été sanctionnée par la présentation de la composante des membres de ce nouveau bureau. Pour clore ce chapitre politique, les militants du parti politique Mouvement populaire pour la démocratie et le progrès MPDP Bichara, section de Maradi, ont rendu public le 17 novembre dernier une déclaration. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique et économique actuelle du pays. La teneur avec Al-Haji Harouna, membre du bureau politique du MPDP Bichara. Sur le plan social, contre nos voyantes forces de défense et de sécurité, respectivement en mission au Mali et dans le département de Ouala, se sont heureusement soldés par la mort de nos chers soldats, soit 9 au Mali et 9 au Niger. À cet effet, nous adressons nos condoléances au chef de l'État, au gouvernement, aux familles des disparus, au peuple du Niger, qu'Allah le Tout-Puissant accueille leur âme dans son paradis éternel. Amen. La section MPDP Bichara de la région de Maradi félicite le gouvernement pour l'instruction éclairée du président de la République d'avoir bien préparé la rentrée scolaire et universitaire et d'avoir mis à la disposition des écoles des manuels scolaires quantitatifs à temps. Nous encourageons ensuite le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires scolaires, notamment les syndicats, afin de trouver une heureuse issue en faveur de l'école nigérienne et que l'année 2015 soit un modèle pour les années à venir. Sur le plan agricole, le MPDP Bichara se réjouit du fait que la saison hivernale est satisfaisante en général, malgré la médiocrité constatée dans certains endroits. Nous saluons au passage l'effort du gouvernement en guise d'accompagnement de la population à la population à travers la distribution gratuite des vivres aux démunis et lançons un appel à l'endroit des cultivateurs pour s'adonner aux cultures de contre-saison, afin que les Nigériens puissent se nourrir mutuellement conformément aux objectifs assignés à l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cher au président de la République, sur le plan sécuritaire, nous félicitons le gouvernement pour les dispositions prises en vue de sécuriser l'ensemble de la population et nous demandons de renforcer encore les moyens mis à la disposition de nos forces de l'ordre compte tenu de la menace du terrorisme en ville, dans le Sahara et ailleurs. Nous félicitons également toutes nos forces de sécurité, sans exception, pour le sacrifice qu'ils font nuit et jour en faveur de la patrie. Que Dieu les protège et les récompense. 5. Sur le plan politique, le MPDP Bichara, section de Maradi, apporte son indéfectible soutien au président de la République, son Excellence Mahamoudou Issoufou, visionnaire confirmé, et à son sage premier ministre, Birji Rafini, pour les progrès incessants enregistrés dans plusieurs domaines. À titre illustratif, retenons la construction de nouvelles routes, la réhabilitation des routes dégradées, la construction sans cesse des centres de santé et des écoles, le recrutement continu en masse
des enseignants et des agents de santé. La réalisation des forces, des forages, des puits, la distribution des intrants agricoles aux paysans, l'équipement de quelques champs en motopompe, l'acquisition d'un échangeur et autres en projet. L'inauguration récente du marché central de Maradi. Enfin, le MPDP Ichara, section de Maradi, lance un pressant appel à toutes les forces vivantes de la nation de conjuguer leur effort pour que tous ensemble, derrière son excellence, Issoufou Mahamoud, nous construisons notre cher pays, afin que le Niger soit un modèle de démocratie, de paix, de stabilité et de développement. Et puis retour à Niamey pour l'ouverture ce matin dans les locaux de l'ONG CARE International d'un atelier de formation des leaders religieux en technique de montage de projets en gestion administrative et financière. Objectif, renforcer les capacités de ces acteurs. Précision avec nos reporters Mariama Soumana et Ibrahim Ide. Renforcer les capacités des leaders religieux musulmans et chrétiens en technique de montage de projets et en gestion administrative et financière. Tel est l'objectif de cet atelier initié par le projet de revalorisation de vivre ensemble à l'intention des différents acteurs du dialogue interreligieux des régions de Difa, Maradi, Zender et Niamey. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet REV dont l'objectif ultime est de contribuer à la consolidation de la paix au Niger. Le projet de revalorisation du vivre ensemble a été conçu sur 4 résultats attendus. Le premier résultat est de renforcer le cadre institutionnel et juridique en ce qui concerne la gestion des affaires religieuses pour renforcer la paix. Le second résultat est de renforcer la compréhension entre les religions. Le troisième résultat est de renforcer la compréhension à l'intérieur des religions. Et puis le quatrième résultat concerne l'engagement des jeunes pour la paix. L'atelier de ce matin concerne le résultat 2, c'est-à-dire la compréhension entre les religions. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur des affaires religieuses a exhorté ses leaders d'opinion à être des ambassadeurs de la paix au niveau de leurs localités respectives. Notre sous-région connaît actuellement des problèmes. Je pense que nous avons tous intérêt à conjuguer nos efforts du côté des musulmans que celui du côté des chrétiens afin de maintenir la stabilité et la paix que nous avons toujours chère dans notre pays. De notre point de vue au niveau du ministère de l'Intérieur, il est intéressant, il est même, je dirais, indispensable de travailler, d'œuvrer à ce que cette paix perdure, à ce que cette paix soit maintenue dans notre pays. Alors c'est dans ce cadre-là que vous allez suivre, je pense bien, dans les 2 jours, cette activité, des échanges avec vous. C'est l'occasion en même temps que les acteurs des 4 régions puissent se connaître. 2 jours durant, ces acteurs du dialogue interreligieux seront outillés sur les techniques de gestion administrative et financière, ce qui leur permettra de mieux accomplir leur mission, celle de consolider la stabilité et la paix au Niger. Prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans le plan de développement communal harmonieux de la ville de Niamey. C'est l'objectif de cet atelier de formation initié ce matin par le gouvernorat de Niamey. Un atelier qui permettra aux différents acteurs concernés d'échanger sur les besoins réels des personnes handicapées. Plus de précisions avec Aïssa Ibrahim et Moukaila Tijani. Cet atelier de formation des acteurs communaux de la ville de Niamey s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG française Handicap International au Niger, qui depuis 9 ans essaie d'accompagner les autorités nigériennes de l'État, tout comme des collectivités, à mieux prendre en charge les personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un atelier qui va s'articuler sur l'identification et la priorisation des besoins des personnes handicapées de la ville de Niamey, afin que ces besoins soient intégrés dans le plan de développement communal. Vous savez très bien qu'on ne peut pas servir quelqu'un lorsqu'on ne connaît pas ses besoins.
Et pour qu'il y ait une pertinence entre les besoins et les actions à réaliser, il est important d'associer la cible. C'est pourquoi dans la salle, vous avez dû remarquer qu'au niveau des 5 arrondissements communaux de Niamey, il y a des représentants des unions des groupements de personnes handicapées qui sont venus, comme on le dit en Zarma, Harisikan Kolko Fatara. Donc ce sont ces représentants de personnes handicapées qui vont exprimer leurs besoins et d'un commun accord, on va les prioriser afin de les intégrer dans le plan de développement communal de la ville de Niamey. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités d'intervention des acteurs de la ville du conseil municipal de Niamey à travers des thématiques telles que le handicap et le droit des personnes handicapées, le développement local inclusif, pour l'identification des besoins, la programmation des activités, l'exécution des activités et le suivi-évaluation des plans de développement communaux avec l'appui du maire central de Niamey. Et tout juste pour vous dire que le maire président du conseil de ville est de cœur avec vous. Il souhaite quand même que cet atelier soit vraiment participatif et que les vrais besoins des personnes en situation de handicap soient identifiés pour que ces besoins-là soient pris en compte dans notre PDC. Entre parenthèses, je vous dis que ce PDC est même en cours d'élaboration. Donc vraiment, l'atelier est venu à point nommé pour que rien ne soit oublié. Aucune couche de la population ne va être oubliée donc, dans ce PDC-là. Et vraiment, ceci étant, j'exhorte les uns et les autres à porter vraiment une oreille attentive donc, aux travaux de cet atelier-là. Et sur ce, je déclare vraiment ouvert les travaux donc, de l'atelier, tenant donc à prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans notre plan de développement communal. 2 jours durant, les participants échangeront pour voir quels besoins les personnes en situation de handicap vont exprimer afin de les prendre en compte dans le plan de développement communal. Pour clore ce journal, les étudiants de l'École supérieure de management ESM ont visité ce matin les locaux du groupe de presse Dounia. L'objectif de cette visite d'études est de s'inquérir du fonctionnement et de l'organisation de cet organe de presse. Nous retrouvons Hima Sebou Ibrahimide pour le compte-rendu. Cette visite des étudiants de l'École supérieure de management ESM au groupe de presse radio et télévision Dounia s'inscrit dans le cadre d'un concept développé par le dit établissement et vise, entre autres objectifs, permettre aux étudiants de découvrir leur futur milieu de travail. Le directeur d'études et des programmes de l'École supérieure du management décline le bien fondé de cette visite au groupe de presse Dounia. Cette visite s'inscrit déjà dans le cadre d'un concept qui a été développé par l'École supérieure de management et qui est baptisé le concept du jeudi de l'entreprise, et dont les objectifs sont multiples. Le premier objectif, c'est de rendre possible la formation en alternance qui veut que l'étudiant soit à l'école et en même temps dans l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux étudiants de découvrir très tôt leur futur milieu de travail. Le troisième objectif, c'est de venir apprendre ce qui se passe et à travers les différents responsables se projeter. Mais c'est un concept qui est né avec l'école depuis 2011 et de promotion en promotion, nous avons déjà fait le tour d'un certain nombre d'éléments. Mais chaque structure a sa particularité, comme ce que nous découvrons ce matin. Après la visite des différentes directions et services du groupe Dounia et les explications fournies par les différents responsables, les étudiants se disent très édifiés. Je suis vraiment satisfaite. Et avant, on voyait que Dounia par télévision, mais voilà, maintenant je me retrouve ici, au studio. C'est vraiment un honneur. J'ai appris beaucoup de choses. Presque tout ce que j'ai appris en théorie, voilà, je me retrouve en pratique face à face sur le terrain. C'est vraiment bien. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de cette visite parce que pour ma part, c'est la première fois que je visite cette télévision et dans l'ensemble, j'ai appris beaucoup de choses, notamment ce qu'on m'a appris en théorie, en classe. Ça me permet véritablement de voir ce qui se passe dans la pratique et je dirais que c'est un plus pour moi.
Très réjoui du choix porté sur le groupe de presse Dunia, le directeur de la radio ne cache pas ses sentiments et souhaite que cette visite jette les jalons d'un partenariat entre l'école supérieure de management et le groupe de presse Dunia. Ma première impression, c'est vraiment un sentiment de fierté que notre boîte ait été retenue à l'unanimité au niveau des étudiants et de l'encadrement technique de cet établissement pour visiter notre groupe. Et la visite a concerné les 4 directions que nous avons ici, les services, les sections et les sous-sections. Donc cette visite a été repartie en 3 tranches. Un premier groupe était parti avec le DG, un deuxième était parti avec le directeur de la télé et un troisième groupe était resté avec moi, le directeur de la radio. On les a fait visiter nos services et ils étaient ébahis de voir qu'avec peu de choses, on peut faire plein de trucs qui vont plaire à la population parce qu'ils ont affirmé que Dunia c'est leur télévision, c'est leur radio, mais ils n'ont pas pensé qu'avec le matériel que nous avons, que d'abord dans un premier temps on pouvait diffuser H24. Le groupe de presse Dunia reste ouvert à tous, surtout pour les visites qui permettent aux étudiants de mieux le connaître et de s'enquérir de son fonctionnement sans faille qui fait derrière de lui la première chaîne H24 privée au Niger. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.